pour l'année prochaine. Et tu as pris le décision pour tes, c'est ça? Alors, celui de l'année dernière, ouais, on fait une thèse Victor, ouais, cette année. Ouais. Je veux ça, c'est Ouais, pas de thèse dans Victor, il est il est possède, il m'a dit c'est pas aussi. donc, bah, du coup, les autres sont moins bons. Ah, d'accord. Mais ouais, peut-être plus pour les étudiants. Je sais pas. Mais ouais, une école en février, enfin une école d'hiver. Ah, d'accord. Bah, moi, c'est pas avec l'Allemagne, c'est pas très facile de participer partout. C'est toujours compliqué, les process. On termine la conférence et c'est pas encore validé. Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'on pense que l'Allemagne s'est développée, mais pas du tout. Ah oui, Il faut faire le process. Ah oui, tout le monde. Il faut demander, il faut envoyer, il faut aller voir la personne. Des fois, je fais les choses mal, je dis bon, ça vient d'abord. oui, c'est ça. Et tu veux rester du coup en Allemagne après? Bah non, je sais pas encore. Pour le moment, oui, mais après, je sais pas. Bah, moi, mon but, c'est d'ouvrir une télévision en Tunisie, là, de recherche. Je reste devenue nécessairement, je suis sûre. Je gagne plus d'expérience, plus de contacts en France, en Allemagne, et après, je me vois plus faire quelque chose ici en Tunisie. Mais pas pour le moment, c'est pas facile. Ouais. Bonjour à tous, meilleurs vœux et bonne année 2025. Au nom de la Cité des Sciences, je vous souhaite la bienvenue à cet événement intitulé Les métiers mathématiques. Je tiens à remercier notre partenaire NIMS, l'Association tunisienne des sciences mathématiques, pour la programmation de cette journée. Je tiens également à remercier l'IFT pour cette collaboration, l'Institut français de Tunisie. Je tiens à remercier aussi les intervenants, les professionnels mathématiques, qui sont Madame Sonia Belaï, docteur ingénieur en cryptographie chez Crypto Expert, Madame Manel Travissi, ingénieur mathématique en mathématiques appliquées, Monsieur Wassim Ayali, ingénieur senior data science, et Monsieur Skandar Mala, doctorant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui vont évoquer leur quotidien et parler de leur parcours, donc afin de montrer l'importance des mathématiques et de la pertinence dans différents domaines. Je tiens à remercier aussi M. Simhan Dali Jandoubi et Mme Lobna Ramel, et je les invite à présenter cet événement et le programme de cette journée. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vais moi, je vais présenter notre association, donc MIMS, et Mme Lobna, elle va plutôt présenter la journée. Donc, MIMS, donc, c'est une association donc, créée en 2012, et ça a été un groupe de chercheurs qui a mis en place cette association pour faire des maths entre chercheurs. Donc, le bureau actuel, c'est Cédar Khaled, président d'honneur, ici présent, moi-même président, Salim Mahmoud, ici présent, Moaz Khnisi, Naïm Asper, Shiba Hassan, Mohamed Bouk et Kim Tamish. Donc, parmi les activités, donc, pratiquement tous les congrès que vous voyez mathématiques niveau université sont sponsorisés par notre association. Et on organise au moins une conférence internationale par an. Voici par exemple la conférence qu'on a organisée l'an dernier. C'était un colloque à la mémoire de Jean Barche, un ancien prof de la fac de Tunis. Voilà. Le MIMS offre tous les ans un poste de prof invité pour 2 semaines, un poste qui porte le nom de Abbas Bahri, qui a son âme. Donc, il y a 2 ans, on a invité Otarek Kavion, donc prof à l'université de Versailles, pour donner pour occuper cette chaire. Et l'an dernier, on a invité un ancien étudiant de Abbas Bahri, justement, Mohamed Al-Dahmadou, qui est prof en Allemagne.
eh ben, on participe aussi à la célébration de la journée internationale des mathématiques, et c'est ici même qu'on a célébré ça l'an dernier, avec la Cité des Sciences et d'autres associations. Et on a organisé une autre édition de cette journée, c'était en 2022, et donc on a été justement conférencière. Le MIMS organise aussi des conférences grand public, et là, donc on a fait, ici même, on a fait venir Medal Fitz, Sir Michael Arthur, c'était en 2012. On a invité Cédric Villani, Medal Fitz aussi. On a eu comme invité le professeur Ivar Ekland, ancien doyen de l'Université de Paris-Dauphine. Et une autre fois à Sfax, c'était Ned Masmoudi, du Grand Institute. Donc, il a fait une excellente conférence à Sfax, à de Sfax. Donc, toujours la même MIMS Distinguished Lecture, donc Benoît Pertable, avec la collaboration de l'Institut français, c'était il y a 2 ans. Et l'an dernier, les ballons de foot, Étienne Gis, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, c'était aussi en collaboration avec l'Institut français. Donc on organise aussi en collaboration avec la SNT les journées mathématiciens tunisiens à l'étranger. C'est pour faire un pont entre les mathématiciens tunisiens à l'étranger et les mathématiciens qui évoluent en Tunisie. Donc c'était l'affiche de la journée d'été dernière. Et pour les lycées et les collèges, donc, on a les mathématiques itinérantes. Donc, donc on fait un tour des lycées pour faire des exercices de vulgarisation. Et finalement, on a lancé un club qui fonctionne maintenant depuis 2 ans. Donc j'invite d'ailleurs les jeunes à adhérer à ce club. Donc c'est le club du MIMS. Et voilà, et bientôt, un projet grandiose. Donc vous voyez, on a commencé à l'université, on a compris qu'il n'y a plus, de gens qui font le maths, on est allé au lycée, et là, le prochain projet, c'est pour les écoles primaires. Voilà. Merci pour votre attention, et je cède la parole à Luna pour parler de la journée. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très ravis aujourd'hui de voir aussi un grand nombre de jeunes qui sont intéressés, passionnés par les mathématiques, qui veulent bien découvrir ce que le maths cache derrière, les opportunités professionnelles. Le mathématique, comme vous le savez tous, c'est plus une discipline académique, mais ce n'est plus le cas. Les mathématiques ne sont pas seulement une discipline académique, mais plutôt c'est la clé fondamentale pour débrouiller plusieurs portes pour des carrières professionnelles, telles que la cryptographie. Notre invité aujourd'hui d'honneur, c'est une cryptographe. Aussi les données, la finance, l'intelligence artificielle et les sciences des données. Nos 3 invités aussi vont vous parler plus en détail de ces domaines et vont vous montrer l'importance des mathématiques pour plutôt ne pas faire que des maths enseignement, mais plutôt de faire du travail d'ingénieur. La journée, on a commencé un peu en retard aujourd'hui, mais on va enchaîner tout de suite par le premier exposé de cryptographie présenté par Sonia Valide. Une petite présentation de Sonia. Sonia est une experte chez Crypto Expert à Paris. Elle a obtenu sa thèse en 2015 de l'École normale supérieure. Elle a travaillé chez Thales, si je me souviens bien, et elle a un prix très honorable de chez Thales pour terminer ses travaux de recherche. Ses domaines de recherche, c'est les attaques par canaux cachés, side channel attack et des contre-mesures. On invite Sonia. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Fiction. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la cryptographie, qui est mon métier en tant que docteur et ingénieur. Je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que la cryptographie, comment ça a évolué de l'Antiquité à nos jours, en faisant un petit focus sur la cryptographie moderne. On va un petit peu plus sur la cryptographie moderne pour vous montrer comment on l'utilise aujourd'hui et puis à quoi elle sert dans notre quotidien. Donc pour commencer, qu'est-ce que la cryptographie? On va commencer vraiment par le début. La cryptographie, pour ceux qui ont... Ah pardon, excusez-moi, je le vois ici du coup, mais je ne le vois pas là-haut. C'est pas sur... C'est un PDF. De le mettre en PDF. C'est juste que moi je suis pas une page d'écran, mais je vois pas la production. Je reprends effectivement comme je vous disais, j'ai essayé de définir un petit peu ce que c'est que la cryptographie. Avant de vous raconter un petit peu les étapes clés de la cryptographie au cours de l'histoire et puis ce qui est un petit peu plus dans le détail de la cryptographie moderne qu'on utilise aujourd'hui et qui a une place assez importante dans notre quotidien. Et voilà, maintenant, je vais utiliser les images. Donc, la cryptographie, comment est-ce qu'on la définit? On la définit par la science et l'art de protéger des informations, et ce malgré les potentielles attaques extérieures. Donc, sur ce schéma, vous pouvez voir des protagonistes qui sont souvent utilisés en cryptographie, qu'on appelle Alice et Bob, et Charlie. Donc, Alice et Bob, c'est les personnes qui souhaitent communiquer ensemble. Alice ici souhaite envoyer un message à Bob et Charlie va représenter en fait l'attaquant, la personne qui va potentiellement essayer d'intercepter le message, soit pour le lire, soit pour l'altérer, soit éventuellement se faire passer pour Alice auprès de Bob. Donc ça peut avoir des conséquences très importantes. L'utilisation de Charlie sur la transmission d'un message comme ça.
Vous pouvez facilement imaginer que si Alice souhaite transmettre un message à Bob, ce message peut contenir des informations confidentielles. Donc c'est pourquoi il est important d'empêcher Charlie d'avoir accès à ces informations. Il est important aussi d'empêcher Charlie d'altérer ce message. Si vous imaginez par exemple un vote électronique avec un référendum pour lequel Alice enverrait le message oui, si Charlie est capable de modifier le message d'Alice par un non, ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. Et évidemment, si Charlie essaie de se faire passer pour Alice auprès de Bob, il peut aussi évoquer de mauvaises informations. Donc en fait, la cryptographie va nous permettre de protéger ces communications pour empêcher un petit peu tous ces événements de se produire. Alors, dans les attaques un petit peu que je vous ai listées, on va retrouver finalement les trois objectifs principaux de la cryptographie, qui sont les suivants: la confidentialité, l'authentification, l'intégrité. Il y a d'autres objectifs, mais on liste généralement ces trois objectifs principaux qui vont nous permettre en fait de protéger les communications. Merci. C'est mieux comme ça. Donc pour en dire un petit peu plus sur ces trois objectifs, on va commencer par la confidentialité. La confidentialité, c'est un petit peu ce que je vous expliquais avec le slide précédent. Il s'agit de garder en fait tout simplement confidentielles les informations que Alice souhaite transmettre à Bob. C'est-à-dire que n'importe qui sur le chemin qui pourrait intercepter le message, ici Charlie, ne doit pas être capable de comprendre le contenu du message, ne doit pas être capable de lire les informations confidentielles qu'il contient. Donc en cryptographie, généralement, on assure cette confidentialité avec un mécanisme qu'on appelle le chiffrement. De l'autre côté, le déchiffrement. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que Alice, avant d'envoyer son message à Bob, elle va appliquer une opération mathématique sur son message, on peut aussi appeler un algorithme de chiffrement, qui va permettre de transformer le message en un message qui est incompréhensible par quiconque ne connaît pas un certain secret. Ce certain secret, on l'appelle une clé. Donc Alice peut par exemple utiliser une clé de chiffrement d'un côté, et Bob devra utiliser une clé de chiffrement, qui peut être la même ou une clé différente, de l'autre côté, pour retrouver le message initial. Mais l'important, c'est qu'au milieu, n'importe qui ayant accès au message chiffré, après chiffrement, ne pourra pas en comprendre le contenu. Donc la confidentialité, elle va nous garantir que Charlie ne peut pas lire le contenu du message. L'authentification maintenant, alors l'authentification, c'est l'idée que Charlie ne puisse pas se faire passer pour Alice auprès du destinataire, ici auprès de Bob. Donc il faut qu'on puisse être sûr, quand on reçoit un message de quelqu'un, que c'est vraiment la personne de laquelle on attend le message qui l'a envoyé. Alors en cryptographie, pour permettre d'avoir cette authentification, il y a plusieurs mécanismes qui existent. Mais notamment, on peut utiliser ce qu'on appelle des signatures électroniques. Alors les signatures électroniques, ça fonctionne exactement comme les signatures manuscrites que vous utilisez dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on veut prouver qu'on est à l'origine d'un document, on va signer ce document avec notre signature manuscrite et la personne qui va regarder notre document va pouvoir vérifier, par exemple en comparant avec une autre de nos signatures, que cette signature nous appartient et que donc nous sommes à l'origine de ce message. En cryptographie, c'est un petit peu la même chose. On peut utiliser donc un algorithme, une opération mathématique pour générer une signature d'un document avec un secret qui nous est propre. Donc ici, Alice va avoir un secret qu'on appelle toujours une clé qui lui est propre et ça va lui permettre de générer une signature qui va être le résultat de la fonction mathématique entre son message et sa clé. Bob, lorsqu'il va recevoir le message avec la signature, va être capable de vérifier que la signature est bien celle d'Alice ou non. Donc cette authentification, en fait, elle permet à Bob de s'assurer de la provenance des messages qu'il reçoit. Et enfin, dernier objectif principal de la cryptographie, c'est l'intégrité. Donc l'intégrité, en fait, l'idée c'est de vérifier qu'un message n'a pas été modifié en chemin.
que le message que Bob reçoit va être le même que le message qu'Alice a envoyé, qui n'a pas été altéré. Donc une manière d'assurer l'intégrité en cryptographie, c'est d'utiliser par exemple des fonctions de hachage. Donc les fonctions de hachage, en fait, elles vont prendre un message en entrée. C'est toujours la même chose, c'est un algorithme, une fonction, une opération mathématique, et ça va transformer ce message, ce document, cette image, en une suite, en un nombre, on va dire, relativement petit, qu'on va appeler un hash ou une empreinte. Et en fait, si on recalcule, par exemple, du côté de Bob, ce même hash ou cette même empreinte pour le même message, on va obtenir exactement le même résultat. Par contre, si le message ne change ne serait-ce que d'un caractère, d'un pixel pour une image, le petit nombre qui est associé, le hash ou l'empreinte, va être complètement différent. Et donc on va pouvoir vérifier grâce à cette petite information que l'intégrité du message est bien respectée, malgré son transfert. Donc l'intégrité, concrètement, ça signifie dans notre exemple que Charlie ne peut pas altérer le message en chemin. Donc voilà pour les 3 objectifs principaux. Maintenant, l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment ils s'intègrent dans notre quotidien, comment on utilise ces mécanismes pour notre quotidien, pour nous servir tous les jours. Donc ici je vous propose quelques exemples. Donc le premier exemple, je pense que ça va vous parler normalement à tous, c'est celui des messageries sécurisées. Vous utilisez certainement des messageries sécurisées sur votre téléphone pour communiquer, WhatsApp, Signal, Telegram ou autres, qui vous permettent d'envoyer des messages à un destinataire ou à un groupe de destinataires. Donc tous les protocoles qui sont derrière sont basés sur des primitives cryptographiques qui nous permettent notamment d'assurer la sécurité de ces communications. Par exemple, ces messageries-là, comme WhatsApp ou Signal, elles fonctionnent avec du chiffrement qu'on appelle de bout en bout. C'est-à-dire que vos messages, lorsqu'ils quittent votre téléphone, avant de quitter votre téléphone, ils sont chiffrés, selon le mécanisme de chiffrement qu'on a vu. Quand ils transitent, ils sont complètement incompréhensibles pour quiconque pourrait les regarder et qui ne dispose pas du secret du destinataire. Et c'est sur le téléphone du destinataire qu'ils vont être déchiffrés avec un certain secret pour pouvoir être lus. Un autre exemple de la vie quotidienne, c'est celui des sites web sécurisés. Lorsque vous naviguez sur Internet et que vous vous connectez à des sites web, vous utilisez généralement le protocole HTTPS qui permet en fait de protéger les communications, les données sensibles que vous échangez avec le serveur qui va héberger le site internet. En fait, entre votre navigateur, Chrome, Internet Explorer, Safari et le serveur qui héberge le site web, il va y avoir des échanges de données. Par exemple, si vous réalisez un paiement en ligne, vous allez rentrer vos données de carte bancaire avec les codes associés, et ça va être envoyé au site web pour effectuer le paiement. Et évidemment, tout ça, ce sont des données sensibles. Vous n'avez pas envie que quelqu'un de malveillant puisse récupérer ces données pour les utiliser. Donc, de la même manière, ces protocoles-là vont intégrer des mécanismes de chiffrement pour protéger les données des acteurs malveillants, de chiffrement et potentiellement de signature ou autre. Et le dernier exemple que je voulais mentionner ici, c'est celui des crypto-monnaies, qui est assez à la mode en ce moment. Donc les crypto-monnaies, en fait, ce sont des monnaies numériques. Vous avez déjà peut-être entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, qui sont peut-être les 2 exemples les plus connus. Et les monnaies digitales, les crypto-monnaies, l'avantage qu'elles ont par rapport aux monnaies classiques, c'est qu'elles sont décentralisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque centrale pour gérer leur fonctionnement, pour créer de nouvelles unités monétaires. Tout est décentralisé et on a en fait un gros registre public. Chaque crypto-monnaie repose sur un registre public qu'on appelle une blockchain qui va en fait enregistrer toutes les transactions. Et ces transactions, elles vont être protégées, sécurisées par des mécanismes cryptographiques. Donc c'est effectivement des mécanismes cryptographiques qui vont vraiment assurer toute la sécurité de ces crypto-monnaies.
Donc maintenant pour lancer un petit peu plus sur ce qu'est la cryptographie, quels sont ses objectifs principaux et comment elle intervient dans notre quotidien, j'aimerais un peu revenir en arrière et vous parler de l'histoire de la cryptographie, comment ça a commencé, les premiers mécanismes qui ont été mis en place, pour vous montrer son évolution un petit peu jusqu'à la cryptographie moderne aujourd'hui. Donc pour ça, je vous propose un petit peu le déroulé suivant avec cette frise. Donc on commence assez tôt avec le chiffrement de César, utilisé par Jules César. Ensuite, on va voir une variante, alors c'est pas tout à fait de la cryptographie, on appelle ça de la stéganographie, qui est une manière aussi de protéger quelque part les communications. On passera ensuite au chiffrement de Wigner, qui est un peu plus complexe, à la machine Enigma, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a joué un rôle assez déterminant dans la Seconde Guerre mondiale. Et ça nous amènera aux mécanismes qui existent aujourd'hui, qui ont été développés aujourd'hui pour la cryptographie moderne. Donc je commence tout de suite avec le chiffrement de César. Chiffrement de César, en fait, c'est un chiffrement, comme son nom l'indique, qui était utilisé par Jules César pour transmettre des messages à ses troupes. Et le principe est assez simple. Donc, comme vous vous en rappelez sûrement avec les slides précédents, le chiffrement, c'est Alice qui veut envoyer un message à Bob. Donc, Alice a son message, elle applique une opération mathématique, un algorithme sur son message, et Bob, de son côté, lorsqu'il le reçoit, peut appliquer lui aussi une opération sur son message pour le déchiffrer. Ici, l'opération, c'est un décalage de chaque lettre du message d'un certain nombre de positions dans l'alphabet. Donc je vous propose un exemple avec un décalage de x positions avec x égale 3 pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc si mon message c'est j'aime la cryptographie, pour le chiffrer avec la méthode du chiffrement de César et un décalage de 3, il suffit de décaler chaque lettre du message de 3 positions dans l'alphabet. Donc on commence le message avec un J, K, L, M, donc je décale mon message de 3 positions, je remplace mon J par un L. De la même manière, je remplace mon A par un B, mon I par un L, mon M par un P, etc. jusqu'à avoir mon message chiffré. Donc si on ne connaît pas ce décalage et qu'on reçoit le message du dessous, évidemment, ça ne voudra pas dire grand-chose pour quiconque va l'intercepter. Néanmoins, si Bob connaît le décalage, qui peut être interprété comme le secret partagé, la clé de 3 lettres, il va pouvoir effectuer l'opération inverse de son côté pour retrouver le message initial. Tout simplement, il va prendre chaque lettre du message reçu et il va les reculer de 3 positions dans l'alphabet pour retrouver le message initial. Donc c'est un chiffrement qui était déjà un petit peu malin parce qu'il permettait d'avoir des messages qui n'avaient aucun sens. Néanmoins, on va voir qu'il y a quand même une faille à ce type de méthode. Tout simplement, à partir du moment où on sait que les lettres ont été décalées dans l'alphabet, dans l'alphabet ici on a 26 lettres, donc il y a seulement 25 décalages possibles. On peut décaler de 1 position, 2 positions, 3 positions comme dans l'exemple, jusqu'à 25 positions. Si un attaquant intercepte un message chiffré, il peut tout simplement tester tous les décalages possibles et au bout des 25 possibilités, il va retrouver un message qui aura du sens et qui sera donc le message initial. Donc 25 possibilités, c'est pas beaucoup. On n'a même pas forcément besoin d'ordinateur pour déchiffrer. Donc ça montre un petit peu les limitations de cette méthode. Alors un peu plus complexe que le chiffrement de César, c'est le chiffrement plus général plutôt, par substitution. Le chiffrement de César, on a vu que c'était un décalage de position dans l'alphabet, mais on peut aller plus loin. Au lieu de simplement décaler les lettres, on peut appliquer ce qu'on appelle une permutation. C'est-à-dire on va changer l'ordre des lettres de l'alphabet et on va utiliser cette transformation-là pour chiffrer notre message. Donc ici, je vous ai mis un exemple de permutation qui est exactement l'ordre des lettres du clavier QWERTY. Donc si vous prenez un clavier QWERTY, l'ordre des lettres est le suivant. Donc on retrouve bien toutes nos lettres de l'alphabet, c'est juste une permutation de ces lettres. Et je vais utiliser ça pour avoir une méthode de chiffrement par substitution. Tout simplement, ça va me permettre de changer chaque lettre A par la lettre Q, la lettre B par la lettre W, la lettre C par la lettre E, etc.
Et donc mon message peut être transformé de la manière suivante. Je commence avec la lettre J, qui devient un P avec la transformation que j'ai choisie, etc. Et évidemment, ici la clé est la permutation du clavier QWERTY. Si Alice partage ce secret-là avec Bob, Bob, en connaissant cette permutation, peut faire le procédé inverse. Il a simplement à prendre la ligne du bas pour retrouver les lettres au-dessus. Donc ce chiffrement par substitution plus général, il est un petit peu meilleur que le chiffrement de César, tout simplement parce que si on repart sur ce qu'on appelle de la recherche exhaustive, la recherche exhaustive, c'est explorer toutes les possibilités pour pouvoir retrouver le message initial et déchiffrer. Dans le cas du chiffrement de César, la recherche exhaustive, ça consistait à tester les 25 décalages dans l'alphabet. Ici, il faut tester toutes les permutations possibles de 26 lettres. Et toutes les permutations de 26 lettres, il y en a 26 factoriels. 26 factoriels, c'est 2 puissance 88. Donc c'est un très grand nombre de possibilités. Et pour vous donner une petite idée de ce que ça coûte, il faudrait environ 10 milliards d'années pour tester toutes ces possibilités avec un ordinateur relativement classique. Donc c'est beaucoup trop complexe pour être fait, même avec des machines qui sont très puissantes. Donc on voit que par rapport au chiffrement de César, déjà on a gagné un petit peu en sécurité. Par contre, ça ne s'arrête pas là, on peut avoir des attaques qui sont un peu plus malignes que tester toutes les possibilités. Si on veut essayer de retrouver un message qui a été chiffré avec un chiffrement par substitution, comme celui que je viens de vous montrer avec le clavier QWERTY, on peut essayer de regarder, on peut faire ce qu'on appelle une analyse fréquentielle. On peut regarder la fréquence d'occurrence des lettres dans la langue dans laquelle le message est écrit. Donc par exemple, en français, la lettre E, elle est extrêmement utilisée, plus que toutes les autres lettres dans les messages. À l'inverse, les lettres K, X, Y, Z, elles sont très peu utilisées. Donc si on analyse les lettres d'un message qui a été chiffré, et qu'on regarde par exemple la lettre qui est le plus utilisée dans ce message, imaginons que dans notre cas ce soit un T, on va pouvoir se dire que le T est la lettre qui vient remplacer le E. Et on peut procéder comme ça un peu avec toutes les lettres de l'alphabet, en essayant par rapport à leur fréquence d'apparition de les remplacer au fur et à mesure. Donc cette attaque-là, elle est beaucoup moins complexe que d'énumérer les 26 factorielles possibilités dont je vous ai parlé avant. Et elle permet de casser un chiffrement par substitution. Donc en cryptographie, on utilise le terme casser quand on arrive par exemple à déchiffrer sans connaître le secret. Je ne connais pas la substitution, je ne sais pas que c'est la permutation du clavier QWERTY, mais par contre avec cette attaque-là, j'arrive à déchiffrer les messages. Donc on peut dire que j'ai cassé le chiffrement. Donc voilà pour ces tout premiers chiffrements par substitution. Qui ont été initiés par le chiffrement de César, qui est presque le premier à être documenté. Et du coup, maintenant, je vais passer à cette variante de la cryptographie qu'on appelle la stéganographie, qui nous permet aussi de protéger les communications, mais vous allez le voir de manière un petit peu différente de la cryptographie. En fait, la cryptographie, ce qu'elle va faire, c'est, par exemple, dans le cas du chiffrement, elle va transformer un message, elle va envoyer un message chiffré. L'attaquant va savoir qu'il y a un message qui transite, simplement il ne pourra rien en faire. Ici, la stéganographie, la différence, c'est qu'on va cacher le message. C'est-à-dire que le but, c'est que l'attaquant, la personne qui veut essayer de retrouver les informations, ne va pas savoir qu'il y a un message. C'est un petit peu la méthode du coup, qui constitue le secret. Alors dans les exemples connus de l'histoire en stéganographie, on avait notamment l'écriture sur le cuir chevelu des messagers, pour transmettre notamment des messages militaires. Donc le principe il était assez simple. On rasait la tête des messagers, on écrivait un message sur leur cuir chevelu, le messager partait porter le message, s'il était capturé, eh bien la personne qui l'avait capturé n'avait pas de vision sur le message, ne voyait pas de message sur lui. Et lorsque le messager arrivait à bon port, eh bien le destinataire n'avait qu'à raser sa tête à nouveau pour découvrir l'information.
qui était caché. Un autre exemple assez connu, c'est celui de l'encre invisible. Vous avez dû voir déjà ça dans des films ou dans des livres, par exemple en utilisant du citron. On écrivait un message à l'encre invisible et il nous faut avoir une source de chaleur ou un produit chimique pour révéler le message. Ah, ça c'est... pour révéler le message. Le troisième exemple dont je voudrais vous parler ici, c'est l'exemple de stéganographie par mot. Alors le principe, c'est de cacher un texte dans un livre, en cachant un texte avec certaines lettres, avec certains mots d'un livre. Donc ce sera plus parlant sur un exemple. Ici, je vous propose l'exemple d'un sonnet qui avait été publié par un directeur de la Gazette qui s'appelle Le Monde Musical vers la fin du XIXe siècle. Ce directeur de Gazette s'appelle Auguste Mangeot. Il a publié un sonnet qui avait été envoyé par un correspondant anonyme et sans savoir en fait qu'un message était caché à l'intérieur. Et si vous regardez la première lettre de chaque vers de ce message, vous pourrez retrouver son contenu. Et le message avait été en fait envoyé par un humoriste qui s'appelle Willy et qui s'était violemment querellé avec Auguste Mangeot. D'où le message Mangeot est bête, en première lettre de chaque vers. Ça vous donne un petit peu un exemple de ce qu'on peut faire. Il y a pas mal d'exemples dans la littérature de messages cachés de cette manière-là. C'est quand même assez différent de la cryptographie dans le sens où en cryptographie on essaye de se reposer sur des principes selon lesquels la méthode doit être publique, doit être connue, mais par contre on repose sur un secret, une clé, notre décalage de 3, notre permutation QWERTY qui elle est secrète. Donc après cette petite pause sur la stéganographie, je vais revenir à vraiment la cryptographie avec un chiffrement qui est apparu vers le XVIe siècle, je pense, chiffrement de Wigner, qui est justement un peu plus complexe que les chiffrements qu'on avait auparavant et qui va justement venir résoudre les problèmes qu'on avait, par exemple avec la recherche des hostiles pour le chiffrement de César et l'analyse fréquentielle avec le chiffrement plus général par substitution. Le chiffrement de Wigner, c'est toujours un chiffrement par substitution. Donc le principe, ça va toujours être de remplacer une lettre du message par une autre lettre. Simplement, on va vraiment utiliser ici ce qu'on appelle une clé, qui va être en fait un mot particulier qu'on va choisir, qu'on va partager en fait avec notre destinataire. Donc Alice et Bob vont partager un mot pour pouvoir procéder à ce chiffrement. Et la différence avec les chiffrements par substitution qu'on a vu précédemment, c'est que le chiffrement va ici être dynamique. Ce qu'on va chercher à faire, c'est ne pas avoir la même transformation pour chaque lettre de l'alphabet. On ne va pas vouloir toujours transformer un A par un E, par exemple. Donc ici, je vous propose le même exemple qu'avant, avec le même message. Et la clé que j'ai choisie ici, c'est tout simplement le mot-clé CLEF. Donc c'est une clé qui est partagée entre l'émetteur et le destinataire. Donc la première étape de ce chiffrement, ça va être de répéter le mot, la clé choisie, sous le message. Donc ici, j'ai simplement répété les lettres du mot-clé jusqu'à arriver à la fin de mon message. Et on va substituer en fait les lettres dans le message en utilisant ce secret, cette clé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait compter le décalage qui correspond aux lettres de la clé pour savoir quel décalage appliquer à nos lettres du message initial. Donc notre message il commence toujours par un J, et le J, on voit qu'il est associé à la lettre du secret C. C, c'est un décalage de 2 par rapport à la première lettre de l'alphabet, donc on va appliquer un décalage de 2 à notre lettre J, car L, donc le J va se transformer en L. On va procéder de la même manière avec les autres lettres du message. On va compter le décalage de L par rapport à la lettre A, la première lettre de l'alphabet, et on va l'appliquer ici à la lettre A pour retrouver un L en sortie. Donc on procède de la même manière en suivant les lettres de la clé jusqu'à la fin du message.
Dans l'autre sens, lorsque Bob recevra ce message, il pourra de la même manière écrire les lettres de la clé sous le message chiffré et procéder à la transformation inverse. Au lieu de faire un décalage vers l'avant dans l'alphabet, il fera un décalage vers l'arrière et pouvoir trouver le message initial. Donc le gros avantage de ce type de chiffrement par rapport au chiffrement qu'on a vu précédemment, c'est que, comme je vous le disais, chaque lettre n'est pas toujours chiffrée par la même lettre, n'est pas toujours transformée par la même lettre. Si on prend les A de notre message, par exemple ici, le premier A va être transformé en L. Ce A-là va être transformé en E. Celui-ci va être transformé en F, puisqu'ils ne sont pas associés aux mêmes lettres de la clé à chaque fois. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que ça va nous rendre beaucoup plus complexes les attaques par analyse fréquentielle qu'on a vu précédemment. En effet, ici, je ne vais pas me servir du fait que le A soit utilisé un certain nombre de fois dans l'alphabet français pour reconnaître, puisqu'il a été transformé par des lettres différentes. Donc, les attaques de ce genre de chiffrement sont les plus complexes. Elles vont plutôt se concentrer sur la fragilité de la clé utilisée. Par exemple, ici, si j'utilise un mot trop petit, là c'est un mot très petit que j'ai utilisé, l'adversaire va pouvoir énumérer tous les mots possibles, ou il va pouvoir regarder tous les mots possibles du dictionnaire avec un ordinateur pour essayer de déchiffrer. Donc voilà un petit peu pour le chiffrement binaire. Maintenant, j'aimerais passer à un chiffrement qui repose toujours un peu sur le principe de la substitution, mais qui est encore plus complexe et qui a vraiment marqué un tournant dans l'histoire de la cryptographie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la machine Enigma. On peut en voir un exemplaire en haut de ce slide. C'est une machine qui a été inventée en 1918 par Arthur Charbus. Et en fait, elle a été utilisée par les forces armées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale pour se transmettre des messages sur les attaques qui souhaitaient mener, sur les stratégies qu'elles souhaitaient adopter. Donc le but de cette machine, c'est de chiffrer des messages. Et en fait, comment elle fonctionne en pratique? Cette machine, elle utilise ce qu'on appelle des rotors. Vous les voyez ici en bas à droite, qui sont des disques qui sont utilisés pour procéder à des substitutions, un peu dans le même principe que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. En fait, chaque lettre qui va être tapée sur la machine va être transformée selon ces disques par une autre lettre plusieurs fois, pas simplement une seule fois, plusieurs fois aller et retour. Et les rotors les positions des rotors vont être modifiées de manière dynamique, ça va évoluer à chaque fois. Et ce qui constitue la clé, le secret dans cette machine, c'est la configuration de ces rotors et leur position initiale. Ils doivent du coup être partagés par l'émetteur et le destinataire. Donc c'est assez complexe, c'est vraiment un chiffrement dynamique, c'est plus complexe que ce qu'on a vu le chiffrement binaire parce qu'il y a plusieurs disques. Les possibilités se multiplient et les configurations sont aussi nombreuses, les positions initiales, donc il y a énormément de possibilités qui ne peuvent pas être énumérées. Alors cette machine, elle a été cassée, donc cassée dans le sens où il y a des personnes qui ont réussi à déchiffrer les messages transmis sans avoir accès au secret, donc ici à la configuration des rotors et aux positions initiales. Donc c'est le travail de Alan Turing que vous connaissez peut-être et de son équipe dans la Seconde Guerre mondiale qui ont réussi en fait à trouver, alors avec des opérations mathématiques qui leur ont permis de diminuer le nombre de possibilités, notamment en connaissant certains patterns, et ils ont aussi construit ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler un ordinateur, en tout cas une machine qui a permis de retrouver, déchiffrer les messages qui avaient été chiffrés avec Enigma. Et cette opération, cette attaque sur Enigma, on appelle les attaques en cryptographie, le domaine de la cryptographie, de la cryptologie qui regroupe les attaques, c'est la cryptanalyse. La cryptanalyse d'Enigma, du coup, elle a contribué vraiment à écourter la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle a permis aux Alliés d'écouter les messages qui étaient envoyés par les forces allemandes et d'anticiper les attaques sans être découvertes, une attaque qui n'est pas invasive. Donc ça a permis d'écourter la guerre et ça a aussi marqué un gros tournant dans l'histoire de la cryptologie. Et par la construction de cette machine, qui apporte quand même un chiffrement beaucoup plus complexe, et par le côté cryptanalyse sur la capacité d'attaquer
d'énumérer les possibilités, de résoudre des problèmes mathématiques pour simplifier et déchiffrer les messages. Donc du coup, ça nous fait une bonne transition avec ce qu'on utilise aujourd'hui, avec la cryptographie moderne. Et en fait, pourquoi toutes ces méthodes-là ont évolué, pourquoi Enigma a été cassé? Tout simplement, aujourd'hui, ce qui change par rapport à l'Antiquité, au chiffrement de César, etc., c'est qu'on a des moyens beaucoup plus importants. Dans les années 90, on a connu l'essor des ordinateurs, de l'informatique et des réseaux ouverts comme Internet. Donc, typiquement, les ordinateurs, ça nous permet de faire des calculs qui sont beaucoup plus puissants et pour chiffrer des messages, mais aussi potentiellement pour cryptanalyser, pour casser des mécanismes cryptographiques. Et finalement, les réseaux ouverts comme Internet, ça fragilise les communications dans le sens où il y a énormément de messages qui sont transmis sur des canaux qui ne sont pas forcément sécurisés. Et du coup, il faut protéger toutes ces communications. Donc, il y a des nouveaux besoins en termes de protection. Du coup, pour ça, la cryptographie a évolué depuis les chiffrements que vous avez vus pour répondre à ces besoins-là. Et notamment, il y a deux catégories de cryptographie qui se sont développées pour répondre à tous les besoins de protection des communications qu'on a à l'heure actuelle. D'un côté, on a la cryptographie qu'on appelle symétrique, où on va partager un secret entre l'émetteur et le destinataire. Et d'un autre côté, on a la cryptographie asymétrique, où on va avoir une clé privée qui est réellement un secret et une clé publique qui est transmise à tout le monde. Donc je vais vous parler maintenant un petit peu de ces deux types de cryptographie pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionnent les mécanismes de la cryptographie moderne. Donc je commence par la cryptographie symétrique parce que finalement avec les chiffrements dont je vous ai parlé, le chiffrement de César par substitution, le chiffrement de Wigner, en fait tous ces chiffrements-là, ce sont des chiffrements symétriques. Parce que le principe en fait c'est de partager une même clé entre l'émetteur et le récepteur, un même secret. Donc dans le chiffrement de César, le secret c'était l'indice du décalage, 3 par exemple. Le chiffrement plus général par substitution, le secret c'était l'ordre du clavier QWERTY. Dans le chiffrement de Wigner, le secret c'était le mot-clé, CLEF. Évidemment, dans les méthodes modernes, on a des secrets qui sont un peu plus complexes. Donc notamment, on utilise en cryptographie symétrique un standard de chiffrement qui s'appelle l'AES, Advanced Encryption Standard, qui repose aussi sur de la substitution et qui utilise des clés qui sont de longueur variable, 128, 192 ou 256 bits. Donc pour vous donner une idée, une clé de 128 bits, en fait, c'est un grand nombre qui peut aller de 0 jusqu'à 2 puissance 128 moins 1. C'est impossible de l'énumérer, même avec les ordinateurs les plus puissants du monde, et c'est une des choses c'est un des points de sécurité sur lesquels se base l'algorithme. Donc on retrouve ici un petit peu pour illustrer la cryptographie symétrique, notre schéma avec Alice et Bob qui souhaitent s'envoyer un message. Et souvent en fait on représente la cryptographie symétrique comme une boîte fermée à clé, dont seuls Alice et Bob détiennent la clé. Donc Alice, finalement, si elle veut envoyer un message à Bob, elle va ouvrir la boîte avec sa clé, elle va mettre le message dedans. Elle va envoyer la boîte à Bob, et de l'autre côté, seul Bob, avec la clé également qu'il a en sa possession, pourra déchiffrer le message. Et quiconque n'a pas la clé de cette boîte ne pourra pas accéder à l'information qui est communiquée. Donc c'est un petit peu le principe de la cryptographie symétrique. On a la même clé des deux côtés. Alors, la cryptographie asymétrique, vous allez voir, c'est un petit peu différent. On ne l'a pas encore abordé jusqu'à maintenant, donc je vais m'y attarder un petit peu plus maintenant. Et elle s'est pas mal développée dans les années 70, avec notamment un échange de clés Diffie-Hellman en 1976 et surtout le chiffrement RSA du nom de ses auteurs, Rivers, Shamir et Adelman en 1977. En fait, le principe de base de la cryptographie asymétrique, c'est d'utiliser une fonction mathématique à sens unique. Une opération qui est facile dans un sens, difficile dans un autre sens. On va voir un exemple juste après. Pour vous illustrer le principe, comme on l'avait fait avec la cryptographie symétrique et la boîte à clés,
Ici, l'idée pour Alice et Bob, quand Alice va envoyer un message à Bob, ça va plutôt être le principe de la boîte aux lettres. Donc Bob va avoir une clé publique qui est son adresse postale. Son adresse postale, il peut la transmettre à tout le monde, elle est publique. Il va la transmettre notamment à Alice. Et il va avoir une clé privée qui est en fait la clé de sa boîte aux lettres. Et donc si Alice va envoyer un message à Bob, eh bien, elle va déposer ce message dans la boîte aux lettres de Bob, ce que tout le monde peut faire finalement. Elle va chiffrer ce message en cryptographie avec la clé publique de Bob, et seul Bob va pouvoir ouvrir sa boîte aux lettres, et donc en cryptographie, déchiffrer le message avec sa clé privée. Donc la cryptographie asymétrique, je vous parle de fonctions à sens unique. En fait, ça repose sur des problèmes mathématiques très complexes, justement. La sécurité se base là-dessus. Et notamment, deux des problèmes mathématiques qui sont très connus en cryptographie asymétrique, c'est la factorisation de grands entiers et le logarithme discret. Donc là, je vais juste essayer de vous donner l'intuition de à quel point peut être complexe le problème de la factorisation de grands entiers. Notamment en cryptographie symétrique, on s'intéresse au fait qu'il est difficile de factoriser, de retrouver les deux facteurs d'un grand nombre quand ce nombre est le résultat d'un produit de deux grands premiers. Donc on prend deux grands nombres premiers, on les multiplie et on donne le résultat à quelqu'un. Et cette personne doit essayer de retrouver les nombres premiers qui sont à l'origine de ce calcul. Ça, c'est un problème très difficile sur lequel on s'appuie en cryptographie pour implémenter la cryptographie asymétrique, justement. Donc si on prend, si je vous donne le nombre 21, par exemple, vous allez assez rapidement pouvoir me dire que ce nombre, il peut être calculé avec les facteurs premiers 3 et 7. Ça, on le sait assez vite de tête parce que c'est un petit nombre. Si maintenant je prends un plus grand nombre, 187, on va réfléchir un petit peu plus, mais on peut encore énumérer à la main pour trouver que ce nombre, c'est le produit des deux nombres premiers, 11 et 17. Si je continue à aller plus loin, là on commence à se rendre compte qu'on ne peut plus vraiment le calculer à la main, mais par ordinateur, tant que les nombres sont relativement possibles, le nombre premier reste énumérable, on va pouvoir retrouver les facteurs premiers. Par contre, en cryptographie, on va utiliser de très grands nombres, et là, même avec un ordinateur puissant, si le nombre est suffisamment grand, on ne va pas pouvoir retrouver les deux facteurs premiers qui le constituent. C'est un petit peu sur cette difficulté-là que se base le chiffrement RSA asymétrique. On va avoir en fait une clé privée, une clé secrète qui contient deux grands nombres premiers, qu'on appelle P et Q, et on va avoir une clé publique, l'adresse postale de Bob tout à l'heure, qui est en fait le produit de ces deux nombres premiers. Et la sécurité de ce chiffrement va se reposer notamment sur le fait qu'à partir de la clé publique, à partir de l'adresse postale de Bob, ce grand N, on ne va pas être capable de retrouver le P et le Q, qui sont ces facteurs premiers. Donc je vais vous détailler un petit peu le fonctionnement quand même de ce chiffrement RSA, parce que je trouve que c'est assez parlant pour la cryptographie asymétrique, et je pense que c'est assez accessible, du moins je l'espère, avec des petits nombres en exemple. Donc je vous rappelle juste brièvement le principe du chiffrement. Donc ici c'est Alice qui veut envoyer un message à Bob, donc elle va appliquer une opération mathématique à son message pour le transformer, et Bob va appliquer une autre transformation mathématique qu'on appelle le déchiffrement pour accéder au contenu. Donc en cryptographie asymétrique, avant de pouvoir faire du chiffrement-déchiffrement, il faut que Bob puisse avoir sa paire de clés publiques, clés privées. Dans le cas de la boîte aux lettres, il faut qu'il ait une adresse postale et qu'il ait la clé de sa boîte aux lettres. Donc la première étape, ça va être de constituer sa paire de clés. Donc ici, je vous ai parlé de la clé privée avec deux premiers, le nombre premier, P et Q. Donc dans notre exemple, Bob va choisir P égale 3 et Q égale 11. Donc en cryptographie, il faudra que ces nombres soient extrêmement grands. Mais pour l'exemple, ce sera plus facile avec des nombres petits. Une fois que Bob a choisi P et Q, il va calculer le produit de ces deux nombres premiers, notre grand M, ici, qui est égal à 33 dans notre exemple. Il va aussi calculer une fonction phi de n
qui est en fait le produit de P-1 et Q-1, qui est égal à 20. Ici, je mets volontairement des couleurs. Je ne sais pas si elles rendent à l'écran. Non, pas tellement. C'est pas grave. Pour vous indiquer ce qui est public et ce qui est privé. Donc en gros, P et Q sont secrets, le grand N sera public. Une fois que Bob a fait ses calculs, il va choisir un nombre qui est premier avec phi de n, qui est E égale 3, tout simplement. Et Bob va calculer l'inverse de ce nombre modulo phi de n. Bon, ça paraît un petit peu complexe comme opération mathématique, mais ça veut simplement dire que si je fais d fois E, donc ici mon d est égal à 7, mon E est égal à 3, d fois E ça fait 21, 21 modulo 20, c'est égal à 1. Donc c'est bien d est bien l'inverse de E modulo 20. Donc il va faire ses calculs de son côté, Bob, et ça va lui permettre de constituer sa clé publique et sa clé privée. Alors concrètement, sa clé publique qui va transmettre à Alice, ça va être constitué de N et de E, et sa clé privée qui va garder pour lui, ça va être constitué de P, de Q et de D. Donc ça, il est transmis à personne, c'est la clé de sa boîte aux lettres. Donc il envoie sa clé publique, son adresse postale à Alice, N et E. Et maintenant, Alice va être capable de réaliser son opération de chiffrement pour protéger le message qu'elle souhaite envoyer à Bob. Donc comment elle va procéder? Concrètement, imaginons que son message soit tout simple, M égale 4. C'est le message qu'elle souhaite envoyer. Eh bien, elle va calculer, elle va effectuer cette opération-là, une exponentiation avec une réduction modulaire, M puissance E modulo M. Donc M, son message c'est 4, puissance E, donc 4 puissance 3, 64, modulo 33, 31. Donc c'est facile à calculer. On va, surtout pour des petits nombres, on va l'envoyer ensuite, Alice va l'envoyer ensuite à Bob, et Bob, de son côté, il va pouvoir utiliser sa clé privée, et notamment ce D, pour retrouver le message initial, en effectuant à peu près les mêmes opérations. Une exponentiation, C puissance D, et une réduction modulaire. Vous pouvez me prendre sur parole pour l'opération ci-dessous. Donc ici, on voit bien que le mécanisme fonctionne, c'est fonctionnel. On peut avoir un message différent qui sort du chiffrement de Alice, et ce message peut bien être déchiffré par Bob. Et on peut voir aussi que la sécurité repose sur le fait que ce N qui est transmis à Alice ne doit pas pouvoir être décomposable. Si Alice, elle est capable, Alice ou Charlie plutôt, est capable à partir de ce N de retrouver les facteurs P et Q qui constituent N, alors à partir de P et Q et de E qui fait partie de la clé publique, Charlie va pouvoir retrouver D, et en retrouvant D, Charlie pourrait déchiffrer tous les messages qui sont adressés à Bob. Donc c'est absolument ce qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin du fait qu'il soit difficile en pratique de factoriser ce nombre N. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les deux types de cryptographie, symétrique et asymétrique, j'aimerais essayer de vous transmettre un petit peu les bonnes pratiques et vous dire pourquoi on utilise l'une plutôt que l'autre. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces pratiques. Alors la cryptographie symétrique, donc les chiffrements par substitution, l'AES, le gros avantage, c'est que le chiffrement et le déchiffrement, les opérations mathématiques qui sont derrière, de substitution notamment, elles sont très rapides. On peut très rapidement chiffrer un message et déchiffrer un message. Donc on peut chiffrer des grandes quantités de données, des fichiers volumineux, des images, des vidéos, assez rapidement. Et de la même manière, l'opération inverse est à peu près équivalente. On peut déchiffrer très rapidement aussi. Le gros désavantage, c'est que, comme on l'a vu, il faut qu'on partage un secret. Il faut que Alice et Bob se mettent d'accord sur un secret au préalable. Et comment partager un secret avant même d'avoir une communication sécurisée? C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Il faudrait potentiellement se voir avant pour s'échanger un secret, comme notre mot-clé tout à l'heure dans la substitution, se mettre d'accord sur ce mot-là pour ensuite pouvoir échanger des messages chiffrés. Donc vous imaginez bien que quand on veut communiquer sur Internet avec des personnes qu'on ne voit pas, pour lesquelles on n'a pas d'autres canaux de communication, sécurisés, c'est un petit peu compliqué. Et l'autre désavantage, c'est qu'il faut qu'on ait une clé partagée avec chaque personne avec qui on veut communiquer. Donc vous imaginez par exemple les personnes avec qui vous communiquez sur les messages sécurisés, sur WhatsApp,
avec chaque personne avec laquelle vous communiquez, il faut vous partager une clé. Donc ça fait beaucoup. Ici, on voit l'exemple avec 4 personnes qui communiquent entre elles. Il faut stocker, il faut garder énormément de clés. La cryptographie asymétrique, elle n'a pas ce avantage des clés. Puisque comme on l'a vu dans l'exemple du chiffrement RSA, on peut, Bob peut générer de son côté sa paire de clés publiques, clés privées, et ça peut déclencher directement des communications sécurisées avec Alice. Donc on n'a pas cet échange de clés qui est compliqué au préalable. Néanmoins, l'opération de chiffrement et de déchiffrement, comme il repose sur des fonctions mathématiques un peu plus complexes, c'est beaucoup plus lent. Donc on n'utilise pas en pratique la cryptographie asymétrique pour chiffrer des grandes quantités de données. Du coup, la solution qu'on a généralement dans la cryptographie moderne, c'est qu'on va utiliser la cryptographie asymétrique pour échanger un secret avec la personne avec laquelle on souhaite communiquer. Et ensuite, une fois que ce secret est échangé, on va utiliser la cryptographie symétrique pour communiquer de manière beaucoup plus rapide. Donc si on revient maintenant un peu à nos objectifs de base de la cryptographie, confidentialité, authentification, intégrité, maintenant qu'on a vu un petit peu les clés qui nous permettent d'assurer, de satisfaire ces objectifs, je voudrais revenir un petit peu sur les mécanismes cryptographiques associés et leur côté symétrique ou asymétrique. Et puis je vous parlerai un petit peu des mécanismes parmi ceux-là qui sont intégrés un petit peu dans les technologies de notre quotidien. Donc si je reprends un petit peu ce que c'était la confidentialité, donc rappelez-vous, la confidentialité, c'est s'assurer que Charlie, qui va intercepter un message, ne puisse pas accéder à son contenu, ne puisse pas déchiffrer les informations confidentielles qu'il contient. Donc la confidentialité, on l'a vu un petit peu dans cette présentation, ça peut être assuré par des mécanismes de chiffrement. Donc soit du chiffrement symétrique, chiffrement par substitution, binaire, AES, dans lequel on partage un secret, soit du chiffrement asymétrique. L'authentification, le principe, c'est que Charlie ne puisse pas se faire passer, ne puisse pas impersonnifier Alice, ne puisse pas se faire passer pour Alice auprès de Bob. Oui, c'est ça. Et donc on a vu dans la présentation qu'on pouvait assurer ce service d'authentification, notamment avec des signatures qui vont ressembler beaucoup à nos signatures manuscrites pour valider le fait qu'on soit bien l'émetteur d'un message. Il y a d'autres mécanismes, donc les signatures, ça repose sur la cryptographie asymétrique. On va signer avec une clé privée et tout le monde va pouvoir vérifier la signature, donc il y a ce côté asymétrique. Et il y a d'autres mécanismes en cryptographie qui existent également pour assurer cette authentification. Les certificats qui sont comme des cartes d'identité, par exemple pour des sites web qui sont délivrés par des autorités de confiance. Comme nous avons des cartes d'identité qui sont délivrées par la préfecture. Lorsqu'on est contrôlé, la préfecture et les gens qui contrôlent ont confiance dans l'autorité qui nous a délivré la pièce d'identité, la préfecture, et peuvent ainsi valider que nous sommes qui nous prétendons être. En cryptographie, on utilise le même mécanisme avec des certificats qui sont signés par des autorités de confiance. On a aussi un mécanisme qui est basé sur la cryptographie symétrique et qui repose sur les codes d'authentification de messages. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais l'idée c'est de vérifier l'authenticité d'un message, l'émetteur d'un message, en utilisant des clés privées des deux côtés, clés symétriques. Et le troisième objectif principal de la cryptographie qu'on avait évoqué, c'est l'intégrité. Donc le fait de ne pas pouvoir altérer un message sans être détecté. Et on avait vu au début de la présentation l'utilisation des fonctions de hachage pour le faire. Les MAC et les signatures permettent aussi de vérifier l'intégrité du message en plus de l'authentification. Donc, si on prend un petit peu nos exemples de la vie quotidienne, je vous avais parlé des messageries sécurisées, WhatsApp, Signal, etc., qui utilisent beaucoup de mécanismes cryptographiques. Et pour vous donner un exemple, en fait, si on veut communiquer avec quelqu'un sur WhatsApp, sur une messagerie sécurisée, et bien on va avoir un échange de clés au préalable. Comme je vous le disais,
qui va se baser sur du chiffrement asymétrique. Concrètement, si Alice veut échanger un secret avec Bob, Bob va avoir sa clé privée. Non, on ne voit pas les couleurs, c'est pas grave. Sa clé privée et Alice va détenir la clé publique de Bob. Et alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça en pratique, mais de manière plus simplifiée, on pourrait voir les choses comme si Alice envoyait un secret, envoyait un grand nombre qu'elle choisit à Bob, et ce grand nombre va représenter leur clé dans les futurs échanges. En pratique, il y a un peu plus d'opérations qui sont sous-jacentes, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Et une fois que le secret est partagé par le chiffrement asymétrique, eh bien, dans les messageries sécurisées, on va pouvoir utiliser du chiffrement symétrique pour s'échanger des messages et des fichiers plus volumineux de manière beaucoup plus rapide. On va utiliser aussi les codes d'authentification de messages pour valider l'émetteur du message, l'authentification et l'intégrité des messages qui sont envoyés, vérifier qu'ils n'ont pas été altérés. Dans notre exemple de connexion à des sites internet sécurisés, justement, on va utiliser notamment les principes des certificats pour vérifier qu'un site web est de confiance. Quand vous faites, vous avez parlé de l'exemple du paiement en ligne, quand vous envoyez vos coordonnées bancaires, que vous tapez votre numéro de carte bleue pour effectuer un achat en ligne, vous avez besoin d'être sûr que le site web à qui vous envoyez ces informations est un site web de confiance. Vous avez dû voir des exemples de sites web malveillants qui vont essayer d'imiter le contenu d'un site web connu. Si vous envoyez ces informations bancaires à un mauvais site web, ça peut être assez désastreux. Et donc on utilise le principe des certificats qui vont venir nous prouver surtout à notre navigateur, puisqu'il n'y a pas d'action personnelle de notre part, que le site web est de confiance, puisqu'il a été validé par une autorité de certification que notre navigateur, en qui notre navigateur a confiance, qui a été signé du coup en utilisant la signature par cette autorité de certification. Et enfin, pour les crypto-monnaies, comme je vous le disais tout à l'heure, les crypto-monnaies, elles reposent sur une technologie en crypto qui s'appelle la blockchain. La blockchain, il faut voir ça vraiment comme une chaîne de blocs qui va enregistrer toutes les transactions financières qui sont effectuées avec la crypto-monnaie concernée. Et ça utilise pas mal les fonctions de hachage pour garder, en fait, pour valider l'intégrité de la chaîne, qui va pouvoir calculer les empreintes sur tous les blocs de la chaîne précédente, vérifier l'intégrité des blocs précédents. Et ça va aussi se baser sur les signatures pour pouvoir valider les transactions signées, en fait, comme on signerait un virement. Ça va nous permettre, on va pouvoir utiliser les signatures cryptographiques pour signer nos transactions avec les crypto-monnaies. Donc pour conclure un petit peu sur cette présentation et sur cette introduction à la cryptographie, je voudrais finir par vous présenter un petit peu les défis et les enjeux actuels dans ce domaine, en tout cas tels que je les identifie moi. Donc il y a toujours beaucoup de travail en cryptographie sur les attaques, les vulnérabilités des mécanismes cryptographiques qui sont existants. Notamment quand on parle de cryptanalyse classique, cryptanalyse black box, on parle des attaques comme celles que je vous ai présentées sur le chiffrement de César, en faisant de la recherche exhaustive sur toutes les possibilités, mais surtout sur des attaques plus complexes comme l'analyse fréquentielle. Donc sur les mécanismes actuels, ce sont des attaques beaucoup plus complexes qui se basent sur des opérations linéaires, des opérations algébriques, et pour lesquelles on va s'intéresser surtout aux entrées et aux sorties des algorithmes cryptographiques. Par exemple, dans le cas du chiffrement, on va regarder plusieurs messages d'entrée, leur chiffrer, et on va essayer de les déchiffrer sans connaître la clé. C'est comme ça qu'on va mener des attaques qu'on appelle black box. Et le but, c'est d'essayer de diminuer la complexité de l'algorithme. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait certains déchiffrements qui nous demanderaient des milliards d'années. Si on arrive à le faire en des millions d'années, déjà, on a fait avancer le problème. Un autre type d'attaque sur lequel je travaille beaucoup, ce sont les attaques par canaux auxiliaires. Les attaques par canaux auxiliaires, ce sont des attaques physiques. Une fois que, par exemple, notre algorithme de chiffrement il est conçu, je vous ai montré le chiffrement RSA, comment il était
effectuées avec des opérations mathématiques, une exponentiation, une réduction modulaire. Vous avez vu que ces opérations mathématiques, ces algorithmes de chiffrement, ils manipulent le secret qu'on ne doit pas révéler à l'attaquant. Une fois ces algorithmes qui sont implémentés dans un appareil concret, sur une carte de crédit par exemple, et qui sont exécutés, en fait, l'algorithme, le fait d'exécuter l'algorithme sur un appareil concret va générer des flux physiques. Par exemple, on va pouvoir mesurer le temps d'exécution de l'algorithme ou la consommation de courant pendant l'exécution de l'algorithme. Et ces données-là, ces données physiques, elles vont nous permettre d'avoir des informations sur les données qui sont manipulées dans les opérations mathématiques, notamment sur la clé secrète. Et on va pouvoir utiliser un petit peu ces informations physiques pour retrouver plus facilement les secrets. Je vous donne un exemple tout simple avec le code PIN sur le téléphone. Si vous tapez votre code PIN à 4 chiffres sur votre téléphone et que vous n'avez pas de mécanisme de sécurité, vous allez avoir 10 000 possibilités, si vous ne connaissez pas le code PIN, pour retrouver le code PIN du téléphone que vous allez substituer. Si par contre le téléphone vérifie un chiffre après l'autre et qu'il teste et qu'il vous renvoie une erreur au premier chiffre erroné, vous allez pouvoir faire une attaque un petit peu plus intelligente. Imaginez que votre code PIN que vous recherchez soit 1, 2, 3, 4. Si vous essayez un code PIN avec le chiffre 7 pour commencer, eh bien vous allez avoir directement un message d'erreur parce que le premier chiffre sera incorrect. Si par contre vous tapez 1 puis 7, le premier chiffre va être correct et vous allez recevoir un message d'erreur un peu plus tard pour indiquer que le deuxième chiffre est incorrect. Donc ça, c'est typiquement une attaque par canal auxiliaire en utilisant le temps d'exécution, le temps de réponse de l'algorithme. Donc en pratique, il y a pas mal de travail sur ce type d'attaque et les contre-mesures associées pour limiter ces attaques. Il y a beaucoup de travail également sur tout ce qui est cryptographie post-quantique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la menace assez importante de l'ordinateur quantique, qui en fait est un ordinateur qui utilise des qubits et dont on a démontré qu'il pouvait casser des chiffrements assez puissants comme le chiffrement RSA. Donc pour l'instant, un ordinateur quantique capable de casser le RSA n'existe pas encore, mais il pourrait voir le jour dans les années qui viennent. Et c'est pour ça qu'on est assez embêté et il y a beaucoup de recherches sur la conception de nouveaux algorithmes pour remplacer les algorithmes qui seraient vulnérables à la cryptographie, à la cryptanalyse quantique. Donc vous avez vu que le RSA, ça reposait sur la factorisation de grands premiers. C'est ce qui les rend vulnérables aux algorithmes quantiques. Du coup, il y a du travail sur concevoir des algorithmes post-quantiques qui sont basés sur d'autres problèmes mathématiques, qui ne sont pas la factorisation de grands entiers, qui ne sont pas le logarithme discret. On cherche d'autres fonctions sens unique. Et enfin, la cryptographie, elle est beaucoup marquée par la réglementation, par les enjeux de la réglementation. Notamment en Europe, on a un règlement qui est apparu il y a quelques années, qui est le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui va obliger en fait les institutions à protéger les données personnelles des usagers en les chiffrant, en les supprimant lorsqu'ils le demandent, etc. Et d'un autre côté, on a aussi la volonté des autorités d'analyser certaines données personnelles pour détecter des abus, des messages terroristes ou à caractère de harcèlement notamment. Donc il y a toujours un petit peu ce double aspect entre la protection des données et la sécurité. Et il y a des catégories de cryptographie qui essayent un petit peu de joindre l'avantage de ces deux, de résoudre en fait ces deux problèmes à la fois, notamment en travaillant, vous avez la cryptographie sur le chiffrement homomorphe qui permet de faire des calculs, des recherches sur des données directement chiffrées, sans déchiffrer leur contenu. Donc voilà un petit peu pour les enjeux actuels de la cryptographie. J'espère que ça vous a donné une image un petit peu de ce qu'on faisait et de comment ça marchait. Et bien sûr, si vous avez des questions, je serai ravie de répondre. Merci Sonia pour cet exposé très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci beaucoup pour être appuyé. Merci beaucoup pour cette excellente revue de la cryptographie. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis Mourad Telmi, professeur de physique quantique justement à la faculté des sciences de Tunis. Donc je fais un cours d'information quantique et de quantum computing. Et ça inclut entre autres la cryptographie quantique, donc le protocole BB84 et tout ce qui va avec. Donc ma question va être autour de ce point que vous avez cité dans le dernier slide. D'abord, pour faire peut-être un update, donc il y a beaucoup d'évolutions en ce moment dans ce domaine. Il y a déjà des équipements qui fonctionnent, basés sur la cryptographie quantique. Donc c'était une menace il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une réalité, y compris au niveau de la technologie et des équipements qu'on peut acheter sur le marché. De plus, aller vers les nombres RSA, les grands nombres RSA 200 jusqu'à 2048, les choses avancent très vite aussi. Chinoise a récemment publié, en utilisant l'algorithme de Shor, la possibilité de casser une clé avec 50 digits déjà. Et ça va aller très très vite. Donc ma question est la suivante, dans votre communauté de crypto, jusqu'à quel point vous prenez vraiment cette question, bien sûr vous la prenez au sérieux, mais est-ce que vous êtes en train déjà de prendre des mesures peut-être que pour aller dans cette direction, parce que beaucoup de technologies, je dirais, conventionnelles vont devenir obsolètes très rapidement. Merci. Merci beaucoup et merci pour ces précisions parce que vous avez raison, c'est vrai qu'on parle encore de menaces de l'ordinateur quantique, mais vous avez raison de dire que c'est plutôt une réalité parce que ça avance très vite et effectivement on voit beaucoup de publications sur les progrès. Donc on est proche effectivement de pouvoir casser des systèmes de chiffrement qui sont encore aujourd'hui implémentés dans nos cartes de crédit, en tout cas en Europe c'est le cas. Donc effectivement, la menace est tellement réelle que maintenant les choses avancent du côté de la cryptographie. Notamment, il y a eu une compétition du NIST qui a été commencée il y a quelques années, une première compétition qui a été même terminée l'année dernière ou l'année d'avant, qui a consisté en fait à demander à tous les cryptologues à l'international de soumettre des propositions pour des algorithmes de chiffrement et de signature, on parle d'encapsulation de clés, mais disons chiffrement pour être plus simple, qui sont basés sur d'autres problèmes mathématiques qui sont supposés sûrs avec la menace quantique. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas d'algorithme qui utiliserait les ordinateurs quantiques qui soient capables de casser ces problèmes mathématiques-là. Donc notamment, il y a la cryptographie basée sur les réseaux euclidiens. Il y a la cryptographie multivariée, il y a la cryptographie basée sur les codes, et donc les cryptologues du monde entier ont soumis des systèmes, et il y a des systèmes qui ont été standardisés l'année dernière. Je pense notamment à Kyber et Lithium, pour ceux qui pourraient avoir entendu parler de ces systèmes-là, qui sont des nouveaux mécanismes de chiffrement et de signature qui sont basés sur les réseaux euclidiens et qui ne sont aujourd'hui pas menacés par l'ordinateur quantique. La compétition continue parce que le NIST trouvait qu'il n'y avait pas assez de signatures. Donc là, il y a une compétition qui est en cours pour avoir d'autres signatures. Et notamment, l'idée, c'est d'avoir une signature qui est basée sur d'autres problèmes. Là, je vous ai parlé des réseaux euclidiens. Il voudrait quelque chose qui soit basé sur un autre problème mathématique. Ça permet de diversifier un petit peu les solutions si jamais on se rend compte que finalement, des attaques existent sur les mécanismes basés sur les réseaux euclidiens. Et donc ça, c'est la théorie, parce que c'est des standards qui émergent au niveau de la recherche cryptographique. Et en pratique, moi, ce que je vois en tout cas dans le domaine industriel, c'est que les sociétés essayent de plus en plus de migrer leur système. Donc elles avaient implémenté, par exemple, le RSA dans leur système, elles essayent de passer à une technologie qui est post-quantique. Donc en France, ce que nous recommande l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est d'utiliser des méthodes hybrides. Donc on va utiliser à la fois un chiffrement pré-quantique, comme le RSA, et un chiffrement post-quantique. C'est un peu comme si on chiffrait notre message deux fois. Ça permet en fait d'avoir la résistance potentiellement post-quantique, avec le chiffrement post-quantique, mais comme ce sont des chiffrements récents, on n'a pas fait autant de cryptanalyse que sur le RSA par exemple, donc on garde la sécurité en plus RSA pour être sûr de ne pas introduire de nouvelles failles avec le nouveau chiffrement. Donc ça s'appelle l'hybridation.
C'est un petit peu ce qu'on fait dans le post-quantique. Ça s'est déjà déployé dans certaines entreprises qui sont assez flexibles. Dans les entreprises qui sont un petit peu plus administration, plus lourde, plus grosse, comme pour les cartes bancaires par exemple, ça met un peu plus de temps. Le sujet est sur la table, mais il reste encore beaucoup d'algorithmes prédentiques, malheureusement. Merci Sonia. D'autres questions? Merci pour cette intervention, très intéressante. Deux petites questions. Pour les élèves et les étudiants qui nous écoutent, comment peut-on devenir un chercheur en cryptographie? Quel est le cursus? Une question perso, qui identifie et comment? Pour le processus d'authentification, est-ce que vous pouvez dire un peu plus de choses? D'accord. Merci. Alors, pour le cursus, pour devenir ingénieur cryptologue, il faut faire soit des études de maths, c'est recommandé, donc soit à l'université, soit moi j'étais passée par un cursus prépa en France et école d'ingénieur. L'important c'est surtout les mathématiques et l'informatique pour pouvoir avoir les clés pour justement travailler sur les preuves de sécurité, les attaques, maîtriser un petit peu les outils mathématiques pour travailler sur les mécanismes cryptographiques. Donc ces deux aspects-là, avec un master. Pour faire de la recherche, c'est toujours plus facile et plus confortable de poursuivre avec une thèse. Et personnellement, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir 3 années ou plus dans les pays pour creuser un sujet de recherche et pour vraiment aller dans l'analyse de ce sujet sans avoir potentiellement d'autres tâches industrielles à côté. Je trouve que ça ouvre pas mal de questions, de culture en fait sur un domaine de la cryptographie. Donc voilà la question un peu sur le cursus. Et pour l'authentification, donc la question c'était un petit peu sur les certificats, c'est ça? Voilà, donc en fait les certificats c'est beaucoup basé sur des autorités de confiance qui vont être en fait des autorités qui vont être désignées, pas désignées mais qui vont être acceptées plutôt, on va dire, par nos navigateurs comme étant suffisamment de confiance pour que si elles nous disent qu'on peut faire confiance à quelqu'un, à un site web, on va les croire. Évidemment, pour qu'elles puissent nous dire quelque chose qu'on va croire, en cryptographie, finalement, elles vont signer un certificat. Donc nous, en vérifiant leur signature avec leur clé publique, on va pouvoir vérifier que c'est bien elles qui ont signé le certificat. Et donc on saura qu'on peut faire confiance à la personne au site web qui va être désignée dans le certificat. Donc ça se base beaucoup aussi sur les signatures cryptographiques, l'authentification. Merci Sonia. Nos élèves étudiants, préparez vos questions. Merci Ali Barlotti, Université de Saxe. Bonjour, merci pour cette présentation très généreuse, très claire. Ma question, est-ce qu'on a une idée comment faire pour stopper la force de l'intelligence artificielle pour tous ces problèmes de déchiffrement? Est-ce qu'on peut quantifier la façon avec laquelle on peut arrêter tout ce développement pour arriver à un déchiffrement assez logique, assez standard et pour protéger toutes les données possibles? Alors, vous allez me dire, merci pour la question, de voir l'influence de l'intelligence artificielle sur la cryptanalyse, du coup, sur le fait de casser le déchiffrement, par exemple. Alors en fait, l'intelligence artificielle en cryptographie, là où je la vois, mais peut-être que j'oublie des domaines, ça va surtout être dans le domaine des attaques par canaux auxiliaires, justement, où on va se servir de l'IA pour apprendre un peu les données physiques qui vont nous être données en plus des messages d'entrée et de sortie. Et grâce à cet apprentissage de données qui est justement qui sont physiques avec du bruit, etc., on va pouvoir apprendre à reconnaître les secrets avec l'IA. Donc là-dessus, ça aide un petit peu pour les données qui sont bruitées. Sur des schémas de crypto, sur la cryptanalyse black box, je ne connais pas tellement de méthodes qui utilisent l'IA.
donc on n'est pas tellement menacé en tout cas à ce niveau-là, parce que l'IA, ça va beaucoup être sur des gros apprentissages. Par contre, on se sert aussi de l'IA en cryptographie, on se sert. L'IA a aussi un sens en cryptographie parce qu'on essaye maintenant avec tous les réseaux de neurones qui sont développés, toute l'utilisation qu'on fait de l'IA de nos jours, de chiffrer en fait les opérations, typiquement les réseaux de neurones, pour essayer de faire des réseaux de neurones sur des données qui soient directement chiffrées. Donc en modifiant un petit peu les opérations qui sont réalisées sur ces données, parce qu'on ne peut pas faire un plus sur des données initiales dans un réseau de neurones ne va pas être un plus, une fonction d'activation sur des données chiffrées. Donc on essaie d'adapter un petit peu ces algorithmes-là. Je ne sais pas si vous aviez autre chose en tête concernant l'IA et la cryptographie, ou si ça répond un petit peu au domaine qui est utilisé. Ça répond un petit peu parce que maintenant on est confronté à des problèmes réels, c'est-à-dire pour déchiffrer des codes, et on utilise des méthodes très avancées, et l'intelligence artificielle joue un rôle primordial là-dessus. Donc est-ce qu'il y a des moyens, par exemple pour les réseaux bancaires, pour les réseaux d'aviation, etc. Il faut protéger toutes ces données afin d'être dans une espèce de confort. Oui, tout à fait. Donc effectivement, pour l'IA sur des déchiffrements, sur des systèmes de déchiffrement tels que j'en ai parlé aujourd'hui, donc des déchiffrements standards tels que l'AES ou le RSA, là-dessus, on ne peut pas utiliser l'IA pour casser les grands problèmes mathématiques. Ces systèmes-là, ils sont trop complexes. Donc si l'IA est utilisée, ça va plutôt être sur des codes plus simples qui sont peut-être utilisés parce qu'il y a moins de ressources. Donc ça, c'est effectivement possible, comme typiquement les premiers chiffrements dont je vous ai parlé. Mais sur les gros systèmes qu'on a, on n'a pas forcément de preuves de sécurité, mais en tout cas, on a des complexités d'attaque qui nous montrent que ça va nous prendre un certain nombre de temps, qui est trop grand, et les mécanismes d'IA n'aident pas forcément. En tout cas, je n'ai pas d'exemple en tête où ça va aider sur ces chiffrements-là pour la cryptanalyse. Peut-être qu'il en existe, hein, mais j'en ai pas aujourd'hui en tête. Merci. Merci pour votre présentation. Je suis une médiatrice scientifique à la Cité des Sciences là, donc j'ai apprécié toutes les données et votre méthode de présentation aussi. Alors j'ai une toute petite question de curiosité. Et si Charlie est le cryptologue même, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez comment sécuriser les informations contre ceux qui sont censés les sécuriser? Oui, tout à fait. Merci. Merci pour votre question. Oui, tout à fait. En fait, c'est un petit peu ce qui différencie la cryptographie de la stégaноgraphie, c'est que le principe sur lequel on se repose, c'est que même en connaissant la méthode, par exemple, je sais que j'ai accès à des messages qui ont été chiffrés avec le chiffrement RSA de Alice et Bob. Je vais remettre le slide comme ça, ce sera peut-être plus parlant. Donc j'ai accès aux messages qui transitent ici entre Alice et Bob. Je suis cryptologue, je sais comment le chiffrement fonctionne. Pour autant, je ne vais rien pouvoir faire. C'est-à-dire que si je ne connais pas la clé privée de Bob, je ne pourrai rien faire. Et en fait, la cryptographie, elle repose sur ces principes-là, qui sont les principes de Kharkov, qui disent qu'en fait, on doit pouvoir connaître la méthode, l'algorithme qui est utilisé, mais tant qu'on ne connaît pas le secret, alors dans le chiffrement RSA, le secret c'est la clé privée de Bob, hein, c'est P, Q et D, eh bien on ne peut absolument rien faire. Donc les meilleurs cryptologues du monde, la NSA, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de trouver des attaques sur ces chiffrements, essayer de trouver peut-être des méthodes mathématiques qui permettent de réduire un petit peu la complexité du problème. En général, si c'est le cas, les chercheurs publient ces méthodes et du coup, les chiffrements évoluent. Là, sur le RSA, à part la menace de l'ordinateur quantique, il n'y a pas eu de grosses avancées qui permettent de casser le système. On augmente quand même les clés parce que la puissance de calcul augmente chaque année. Il y a eu quelques attaques, mais il n'y a pas eu d'avancées qui cassent complètement le code. Si c'était le cas, effectivement, soit ce serait des grosses puissances qui préfèrent garder l'attaque pour elles-mêmes, soit ce serait, je l'espère, en tout cas publié pour la communauté. Mais moi, en tout cas, en tant que cryptologue, avec mes connaissances, j'ai aucun avantage supplémentaire par rapport à quelqu'un d'autre pour attaquer.
merci pour votre présentation. Ma question est, comment peut-on, un individu, est-ce qu'il y a un droit pour accès aux données? Est-ce qu'il y a des étapes, par exemple? Alors, une fois que les données sont chiffrées, avec le chiffrement dont je vous ai parlé, il n'y a pas de possibilité, par exemple, pour un État de venir regarder leur contenu. Sauf si ils partagent, les clés sont partagées avec cet État ou cette entité différente. C'est une question qui a été pas mal posée en fait dans l'histoire récente de la cryptographie, puisque justement pour les problèmes de réglementation, il y a des États qui souhaitaient avoir la possibilité de pouvoir déchiffrer des messages. Et à un moment donné, certains États imposaient d'utiliser des méthodes de chiffrement qui étaient assez faibles, c'est-à-dire qu'on pouvait casser avec une puissance de calcul raisonnable, c'est-à-dire pas avec mon ordinateur, mais avec une plus grande puissance de calcul. Ça permettait finalement à des États de pouvoir déchiffrer des informations, mais pas à des particuliers. Aujourd'hui, c'est plus tellement l'esprit. L'esprit, c'est d'avoir le droit en fait de garder ces informations personnelles. Il y a encore des débats là-dessus dans les commissions, par exemple la Commission européenne, justement pour la législation, pour tout ce qui est harcèlement, données de harcèlement sur les abus pour les enfants, etc., de pouvoir déchiffrer certaines choses. J'ai l'impression que maintenant on essaye beaucoup de faire des analyses, on garde les données chiffrées, on essaye de faire des analyses, et en fait c'est comme si on allait juste recevoir une information qui est il y a un problème ou il n'y a pas de problème, sans avoir les données sous-jacentes. Et si l'information il y a un problème, peut-être qu'on pourrait demander le déchiffrement à ce moment-là, ou dans le cas de la vie de tous les jours, une perquisition chez l'émetteur par exemple, pour aller vérifier. Parce que du coup, une fois qu'on a les données qui sont chiffrées, on ne peut pas les déchiffrer. Donc soit on a ces méthodes-là qui nous permettent de lever des drapeaux, soit il faut de toute façon après, pour aller vraiment les lire, aller chez l'émetteur pour y avoir accès. C'était un honneur d'assister à votre conférence. J'ai une question un peu pareille à celle du monsieur. Comment les attaques Black Box peuvent-elles influencer la confiance des utilisateurs dans les systèmes d'intelligence artificielle, et quelles mesures peuvent être prises pour renforcer cette confiance? Alors, dans les systèmes d'intelligence artificielle, alors merci pour la question d'abord, pardon. Donc les attaques black box, en fait, elles vont venir affaiblir les mécanismes cryptographiques. Ça va permettre de donner, en fait, si vous voulez, tous les mécanismes cryptographiques, si on a vu des chiffrements, on peut tous les casser. Vous l'avez vu avec le chiffrement RSA, ce grand N, on peut retrouver des facteurs premiers. La question, c'est juste en combien de temps. Et donc en fait en cryptographie tout se base là-dessus. Et on peut tout casser, mais avec le but c'est que le temps soit le plus long possible pour que ce soit impraticable par des grandes puissances, par des ordinateurs avec un temps suffisamment long. Donc les attaques black box en fait elles vont trouver des méthodes mathématiques qui permettent de diminuer ce temps. En trouvant ces méthodes mathématiques, on va réduire en fait la sécurité de certains mécanismes cryptographiques. Et ça va faire évoluer, soit on va changer de mécanisme cryptographique pour un qui est plus sûr, soit on va changer la taille des clés. Dans l'AES, on a vu qu'il y avait des tailles de clés différentes, des fois on peut juste augmenter la taille des clés, et ça va augmenter la complexité des attaques. Dans l'IA, alors l'IA peut effectivement potentiellement servir à faire des attaques black box, à diminuer la complexité, et si c'est le cas justement, le but, c'est soit de chercher des mécanismes de chiffrement qui soient plus complexes, comme c'est le cas par exemple pour le post-quantique. On a l'ordinateur quantique et du coup, on change de chiffrement pour que ce soit résistant, parce que les attaques sont devenues trop puissantes, ou on augmente la taille des clés quand c'est possible. Merci. Alors, merci beaucoup Sonia pour votre exposé. Je vais poser une question que peut-être plein de lycéens et jeunes présents ici se la posent. Qu'en est-il de la crypto-monnaie? Moi, je me dis, alors cool, vous êtes
cryptographe, peut-être que vous investissez les crypto-monnaies. Et laquelle, si c'est le cas, laquelle me conseillerez-vous investir dessus? Ou peut-être, est-ce que ce serait une bonne idée d'avoir sa propre crypto-monnaie? Si oui, comment faire? Est-ce que j'ai posé des bonnes questions? Oui, c'est la question. C'est ça? Effectivement, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Dans mon cercle privé, si j'ai des conseils sur les crypto-monnaies. Donc, je vais vous décevoir un petit peu, mais donc, je n'ai pas de conseils pour choisir la bonne crypto-monnaie. Moi, personnellement, je n'investis pas sur les crypto-monnaies. Qui sont assez fluctuantes, assez variables et qui ne dépendent pas que en fait, des mécanismes cryptographiques. Les mécanismes cryptographiques qui vont permettre de sécuriser la monnaie. Donc effectivement, il faut qu'ils soient là, mais les méthodes existent. Il faut qu'on ait une blockchain avec des mécanismes cryptographiques qui soient standardisés, qui ne soient pas attaquables, etc. Mais tout ça, on a. Après, les différences entre les crypto-monnaies, ça va plutôt être sur la rapidité pour générer de nouvelles unités monétaires, le nombre de personnes qui vont être engagées dans le réseau, comment on va créer des nouvelles unités monétaires avec du minage, du travail, etc. Mais finalement, la fluctuation de la monnaie, de la crypto-monnaie, elle ne va pas dépendre, en tout cas je ne vois pas de lien immédiat avec les mécanismes cryptographiques qui sont sous-jacents. Et du coup, j'ai pas vraiment de conseils là-dessus. Je sais qu'il y a des cryptologues qui ont créé leur propre blockchain, leur propre crypto-monnaie, mais ça n'a pas décollé plus que les crypto-monnaies existantes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça génère énormément d'activités en cryptographie aujourd'hui. Il y a énormément, surtout aux États-Unis, de recrutement, de missions relatives aux crypto-monnaies, parce qu'il y a beaucoup de travail pour construire les blockchains et les maintenir, avoir des choses qui soient puissantes, qui ne demandent pas beaucoup de calcul. Donc c'est entre la cryptographie post-quantique et les crypto-monnaies, c'est peut-être en tout cas deux domaines de la cryptographie qui sont en grand essor aujourd'hui et qui permettent de développer des nouvelles méthodes avec des attributs toujours un peu différents. Parce que là, je vous ai parlé de confidentialité, authentification, intégrité, qui sont des objectifs principaux, mais il y a toujours des objectifs un petit peu plus précis qui peuvent être mis en place avec des mécanismes qui soient vraiment designés pour répondre à un objectif très précis et qui peuvent être des variantes en fait des mécanismes existants. Donc ça génère pas mal de recherches aussi. Merci. Et une dernière question. Merci pour votre présentation. Après la révolution crypto-monnaie dans le monde, les grands pays ont investi dans ce domaine. Est-ce que la cryptographie est la meilleure solution pour sécuriser les transferts financiers? Alors en fait, un des grands avantages des crypto-monnaies, c'est que ce sont des monnaies qui sont décentralisées. Donc en fait, pourquoi on utilise ces monnaies-là? Parce que finalement, on n'a pas envie de faire confiance à des banques centrales qui vont réguler la création monétaire et les transactions. Vous savez, c'est les banques centrales qui fixent les taux, qui décident de la création de nouvelles unités monétaires, etc. Pour les crypto-monnaies, justement, c'est décentralisé. Ça veut dire qu'on fait confiance à personne. On a un espèce de grand registre public qui est cette blockchain et tout le monde peut faire des transactions. Il y a des mécanismes crypto pour gérer les créations d'unités monétaires. Les transactions sont validées, signées par des mécanismes cryptographiques. Et du coup, il n'y a pas ce risque, on va dire, de l'effondrement des banques qui sont un petit peu l'inconvénient des monnaies classiques. Alors du coup, est-ce qu'il y a des désavantages par rapport aux monnaies classiques? C'est très fluctuant parce que les banques centrales permettent aussi de fixer des taux quelque part. Donc c'est beaucoup plus fluctuant que les monnaies classiques, beaucoup plus variable. Vous pouvez le voir avec les monnaies connues, Bitcoin, Ethereum, etc. Mais voilà, le principal avantage, c'est la confiance parce que finalement, on peut faire la même chose qu'avec une monnaie classique. Et ouais, je dirais que le principal inconvénient, c'est la variabilité peut-être. Merci beaucoup Sonia, merci pour vos questions. On espère te revoir encore une fois Sonia, peut-être pour présenter les attaques par canaux auxiliaires et tes contre-mesures surtout. Et maintenant c'est... Merci beaucoup, Doc.
Donc, je précise un peu la suite de la demi-journée. Donc, il nous reste 3 mini-exposés. C'est pas de exposés. Alors, là, on a une pause café donc, de 25 minutes. Avant ça, cette journée, donc, c'est l'organisation La Cité des Sciences avec notre association NIMS, avec la collaboration de mais aussi, il y a les gens de l'encre. Les gens de l'encre, c'est le comité scientifique dont je voulais remercier Leïla Abdourani, professeure à la fac de Monastir. C'est Mme Lobna même, docteur ingénieur qui était ici. Professeur Cedr Khaled, chef d'Imarat. Et Inès Sey, qui est professeur à la fac des sciences de Tunis. Je voulais aussi remercier, on a un bus qui est venu de Sfers, vraiment bravo. Bravo à vous d'avoir fait le voyage et bravo surtout à votre proviseur et derrière à Serli Partout qui est derrière cette idée. Voilà. Donc je vous invite à la pause café, tout le monde, et on revient ici dans 25 minutes. Merci beaucoup. Si ça génère des angles, ouais, ça le but. C'est ça le de la journée, effectivement. En tout cas, moi, en tant que mécanicien, ça génère un petit peu l'envie de faire un peu de recherche. J'ai entendu le mot réseau de cimetières. Région. Je t'ai envoyé des documents sur ça d'ailleurs. Je m'ai envoyé parce que j'ai un. Ouais, je peux imaginer. Mais c'est joli. Ouais, c'est ça. Les jolies. Je pense que je vais être intéressée.